Bonjour à tous et bienvenue pour votre émission Si jeudi aidant. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Philippe de Linares, ancien aidant et président de l'A2MCL, l'association des aidants et malades à Cordes-Lévy. Merci Philippe d'avoir accepté notre invitation. Cette émission est la vôtre, vous le savez. Vous avez connu la maladie à Cordes-Lévy avec votre épouse, qui a été diagnostiquée de cette maladie. Est-ce que vous pourriez commencer par nous présenter un peu la maladie, qui est finalement peu connue? Oui, alors merci Raphaël d'abord de m'avoir invité à venir m'exprimer sur la maladie à Cordes-Lévy. D'ailleurs, la Delta 7 a été une association qui nous a soutenus dès le début, alors que nous étions deux à essayer de créer d'abord un réseau, puis après une association. Et donc, vous nous avez soutenus dès le début et merci encore. Oui, la maladie à Cordes-Lévy, c'est une maladie neuroévolutive qui a des troubles, qui provoque des troubles cognitifs et des troubles moteurs. En fait, il y a deux. On connaît très bien la maladie d'Alzheimer, on connaît très bien la maladie de Parkinson, et la maladie à Cordes-Lévy, en fait, on peut dire que c'est la troisième maladie grande maladie neurodégénérative, neuroévolutive, mais qui est très mal connue, très mal diagnostiquée. On estime qu'en France, il y aurait 180 000 malades à Cordes-Lévy, mais les 2/3 ne sont jamais diagnostiqués. Ils sont dans un fourre-tout, maladie Alzheimer apparentée ou apparentée à Parkinson. Beaucoup aussi dans les maladies psychiatriques, on les prend pour des schizophrènes, des simulateurs aussi, quelquefois. Donc on est dans une maladie qui est très mal diagnostiquée, très mal connue. Les Anglais la surnomment la maladie, enfin la surnommaient parce que maintenant ça a évolué, la maladie la plus commune. Et c'est un petit peu ça, hein. Beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler de la maladie à Cordes-Lévy, alors quelle est la deuxième maladie neurocognitive après Alzheimer. La deuxième maladie neurocognitive après Alzheimer. Et donc, si vous voulez, c'est alors ça s'explique parce qu'elle a réellement été identifiée comme telle, même si on la connaissait dès les années 60. C'est au milieu des années 90 qu'on a vraiment identifié la maladie à Cordes-Lévy. Les premiers critères de diagnostic ont été définis. Mais maintenant, on continue à dire que c'est une forme d'Alzheimer, une forme de Parkinson, alors que ça n'a rien à voir ou très peu de choses à voir avec la maladie d'Alzheimer, par exemple. C'est encore considéré comme une maladie apparentée à Alzheimer. Donc la maladie à Cordes-Lévy, c'est d'abord une maladie où il y a des troubles cognitifs. Il faut qu'il y ait des troubles cognitifs. Ces troubles cognitifs se manifestent par des difficultés de concentration, des troubles de l'attention, qui sont souvent pris d'ailleurs au début, ce qui explique la confusion avec Alzheimer, pour des troubles de la mémoire. Quand un malade a toutes les peines du monde à se concentrer, quand on lui pose une question, il dit « je ne sais pas », alors que c'est simplement qu'il n'arrive pas à chercher dans sa mémoire, qui est pourtant là, tout à fait intacte, au moins au début. Et puis, il y a donc des symptômes très particuliers, comme des hallucinations visuelles, ou d'autres hallucinations d'ailleurs, auditives, diverses. Et puis, il y a des très grandes fluctuations. C'est-à-dire que le malade, ça c'est une caractéristique de la maladie, c'est vraiment, il est capable d'être, mais même quand la maladie a beaucoup évolué, il est capable à un moment d'être vraiment complètement perdu, ne plus savoir, ne plus pouvoir dire qui il est, où il est, complètement perdu dans le temps, dans l'espace. Et puis, l'instant d'après, revenir, et, comme vous et moi, et pouvoir discuter de choses extrêmement visibles. Ça, c'est une caractéristique. Donc, fluctuation, hallucination, des troubles du comportement sommeil paradoxal, qui sont pris pour des hallucinations ou de la déambulation, parce qu'en fait, le malade, il est dans un rêve, et dans un rêve qu'il vit, et il va se lever, il va sortir de son lit, il va parler. C'est une forme de somnambulisme très particulière, où souvent des cauchemars. Donc le malade peut donner l'impression d'être agressif. Il va dire à quelqu'un « je vais te tuer », il va dire à son conjoint « je vais te tuer, va-t'en, t'es méchant », alors qu'il est dans un cauchemar, dans un rêve. Et puis il peut y avoir des troubles parkinsoniens,
qui sont même très fréquents. Quelquefois, ça commence par des troubles parkinsoniens. Alors, c'est une des difficultés de cette maladie, c'est que les tableaux cliniques sont souvent très différents d'un malade à l'autre. Vous avez des malades qui peuvent commencer par avoir un petit trouble parkinsonien, et puis en même temps des troubles cognitifs, mais ça va être par exemple des hallucinations. Un autre, ça va être des troubles du comportement au sommeil paradoxal, avec des très grandes fluctuations dans les troubles cognitifs, mais qui n'aura aucun symptôme parkinsonien, par exemple. Donc, des tableaux cliniques très différents qui font que le malade est... les médecins, les soignants sont souvent mal à l'aise avec cette maladie s'ils ne connaissent pas la variété de symptômes et les différences de tableaux cliniques, ils sont un petit peu perdus. Et du coup, revenons maintenant sur votre parcours d'aidant. Ce que vous décrivez là, ça explique un peu l'errance diagnostique dont je considère que vous avez été victime. Tout à fait. Si vous voulez, mon histoire est très simple et je vais dire qu'elle est très banale. Ce que je raconte là, c'est vrai, c'est ce qui est arrivé à énormément d'aidants. Et encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, dans notre réseau, dans notre association, on en voit tous les jours qui nous appellent et qui nous décrivent. Quelquefois, moi, j'entends des choses, j'ai l'impression qu'on me raconte mon histoire. Vous voyez, c'est tout à fait incroyable. Dans mon cas, ça avait commencé par ma femme avait des troubles de l'humeur et on a diagnostiqué assez rapidement une dépression. Et effectivement, elle était, on peut dire qu'elle était dépressive. Et pourquoi est-on dépressif à 65 ans sans raison apparente? Personne ne s'était vraiment posé la question. Elle a vu une psychiatre qui n'a pas réussi à trouver les causes de sa dépression, bien sûr. Donc elle lui a donné des antidépresseurs à haute dose, tout un tas de différents antidépresseurs en augmentant les doses. Et ma femme me disait, mais ça ne marche pas, ça ne me convient pas, je sens que ce n'est pas bon du tout. Et moi, je lui disais, mais il faut prendre tes médicaments. Le médecin a dit, et puis finalement, c'est un cardiologue qui, en l'observant, a dit, mais vous savez, je recommande d'aller voir un neurologue. Nous avions d'ailleurs prévu d'aller voir un neurologue parce qu'elle avait des troubles olfactifs, elle avait perdu l'odorat et on pensait bien qu'il y avait un petit trouble neurologique. Mais en fait, dans la maladie à corps de Lévy, assez souvent d'ailleurs, il y a des troubles neurologiques de ce type-là, c'est-à-dire une perte de l'odorat, quelquefois 10 ans, 15 ans ou 20 ans avant. Et en l'occurrence, elle avait perdu l'odorat depuis très longtemps. Et le cardiologue nous a recommandé d'aller voir un neurologue qui a fait quelques tests, en particulier la faire marcher, et a diagnostiqué assez rapidement une maladie de Parkinson. Donc toujours pas de maladie à corps de Lévy. Toujours pas de maladie à corps de Lévy. Quand on a dit mais il y a aussi une dépression, bah oui, c'est normal, maladie de Parkinson, elle n'est pas bien, donc elle est aussi dépressive, donc maladie à corps de Lévy, maladie de Parkinson avec dépression, ça a été le symptôme qu'on a traîné pendant longtemps, pendant pratiquement 2 ans, alors que les troubles cognitifs étaient là, de plus en plus fréquents et tout à fait caractéristiques. Elle avait des hallucinations, des très grandes fluctuations. J'écrivais tout ça à la neurologue qui me disait c'est la dépression, les effets secondaires des médicaments. Vous savez, alors c'est vrai qu'il y a des traitements anti-parkinsoniens peuvent donner des hallucinations à des parkinsoniens. Mais en l'occurrence, il y avait plein d'autres signes, en particulier les fluctuations très importantes. Et puis finalement, au bout de nombreux mois, je suis, à force d'aller sur Internet, il faut le dire, moi je suis allé sur Internet, sur les sites canadiens et américains à l'époque, parce qu'en France, on ne parlait pas du tout de la maladie à corps de Lévy, j'ignorais. Et en faisant un peu le bilan des symptômes, je me suis dit quand même, tous ces symptômes, ça ressemble à ce que les Canadiens appellent la maladie à corps de Lévy. Donc j'ai fini par aller voir la neurologue, tout seul, sans ma femme, et puis je lui ai dit, écoutez, il faut regarder de plus près, parce que j'ai l'impression que ma femme a autre chose qu'un Parkinson, et ça ressemble vraiment à une maladie à corps de Lévy. Effectivement, elle a été hospitalisée, on a vraiment fait d'abord une observation clinique. La maladie se diagnostique essentiellement avec des critères cliniques qui sont très sûrs.
Et donc, elle a été diagnostiquée comme ça. Et donc, combien de temps elle est restée sans ce diagnostic? Bah, écoutez, entre la première fois où elle était diagnostiquée dépressive et au moment où elle a été diagnostiquée maladie à corps de Lévy, il y a eu 2 ans et demi, 3 ans, pratiquement 3 ans. Presque 3 ans. Et les premiers troubles étaient apparus avant. Si vous voulez, on parle de dépression, on s'est soigné pour dépression quand il y a déjà quelques mois qui sont passés. Mais souvent, dans la maladie à corps de Lévy, comme dans la plupart des maladies neurodégénératives, quand on regarde en arrière, on se souvient qu'il y avait des troubles longtemps avant et dont on comprend le sens qu'au moment du diagnostic. Et une chose qui m'a marqué dans votre parcours, c'est que vous avez même été confronté à des soignants qui disaient que votre épouse simulait. Oui, tout à fait. Dans un service de neurologie, c'était au moment justement où elle était hospitalisée pour diagnostic. Et une infirmière dans le couloir qui voyait marcher mon épouse et qui parlait avec la neurologue m'a dit, vous savez, monsieur Linares, on voit bien que votre femme, en fait, elle simule. Et moi j'étais stupéfait. Je dis, bon, pourquoi parce que ce matin, elle était à moitié grabataire, elle ne répondait pas à nos questions, elle était complètement perdue. Et puis là, visiblement, elle jouait la comédie, parce que regardez, là maintenant, elle parle tout à fait normalement en marchant avec la neurologue, donc on a l'impression qu'elle n'a rien. Et moi, je ne connaissais pas la maladie, enfin, je ne connaissais pas les fluctuations. Les fluctuations, c'est un des symptômes probablement les plus difficiles à percevoir pour les soignants, parce que les soignants voient les malades pendant un temps très bref, et probablement les plus difficiles à vivre pour l'entourage et pour le malade, qui est parfaitement conscient et lucide sur ce qui se passe. C'est vrai que dans la maladie à corps de Lévy, les malades, même quand ils sont complètement perdus, il y a une partie d'eux-mêmes qui reste très lucide et qui se rendent compte après coup de ce qui se passe, et ils développent une espèce d'hypersensibilité qui les rend souvent très anxieux d'ailleurs, souvent dépressifs. Et cette grande anxiété, grande dépression, beaucoup de troubles, des troubles du comportement quelquefois. Il faut toujours se dire qu'en général, il y a quelque part partie d'eux-mêmes qui reste très très lucide sur tout ce qui se passe. Et du coup, comment est-ce que vous avez vécu au quotidien avec cette maladie? Est-ce que vous avez mis en place des aides pour votre épouse? Alors, si vous voulez, ça a été très compliqué, parce que je crois que là, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais il y a d'abord un labyrinthe administratif. Moi, quand j'ai appris que ma femme avait une maladie à corps de Lévy, je me suis tourné vers les différents organismes. On m'a dit, faut aller voir l'assistante sociale, elle est à l'hôpital que le mercredi après-midi, donc on était un lundi. Voilà, elle vous fera un dossier APA. Un dossier APA, qu'est-ce que c'est qu'un dossier APA? Si vous voulez, quand on parle de l'APA, qui est l'allocation personnalisée d'autonomie, vous savez ce que c'est, tout le monde sait ce que c'est dans un milieu médico-social, mais quelqu'un qui vient d'un milieu qui n'a rien à voir avec le médico-social, à qui on parle de l'APA, MDPH, du CLIC, de Maya, de tout un tas avec des sigles qui changent. J'ai appris que les CLIC, ça s'appelait maintenant M2A à Paris. M2A à Paris, ou DAC, un dispositif d'appui à la coordination. Voilà. Donc, si vous voulez, on est confronté à ça, et avec des gens qui vous disent, mais adressez-vous à votre CLIC. Mon CLIC, mais c'est quoi mon CLIC, c'est quoi? C'est les impôts, on ne sait pas, si vous voulez, ce maquis administratif. Là, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, j'étais confronté à ça. Après, avec des délais qui m'ont semblé absolument insupportables. Si vous voulez, pour avoir une carte de handicapé, il fallait à l'époque, alors je crois que on ne dit plus carte de handicapé, ça oui, maintenant c'est la carte mobilité inclusion. Mobilité inclusion. Il m'a fallu 9 mois, si je me souviens bien. Si vous voulez, donc on est dans quelque chose. On a l'impression dans un monde un peu kafkaïen, quoi. On se dit mais où je suis, qu'est-ce qui m'arrive? Cette administration, pourquoi elle m'en veut comme ça? Et puis j'ai mis en place des aides. Mais si vous voulez trouver des aides à domicile pour la maladie à corps de Lévy,
c'était le cas, c'est encore le cas. Moi, je téléphonais à un organisme, une structure associative d'aide à domicile, et je disais, est-ce que vous avez des aides à domicile qui connaissent, qui peuvent venir accompagner ma femme pour maladie à Cordes-Lévy? Et on me répondait, il n'y a pas de problème, c'est une maladie apparentée à Alzheimer. Nous, on a été formés à Alzheimer. Je disais, mais non, je voudrais rencontrer... Et c'était pareil dans le monde associatif, si vous voulez. Moi, je me suis tourné vers France Parkinson, qui m'a dit, mais c'est une maladie apparentée à Alzheimer, puisque c'est des troubles cognitifs, puisque j'étais inscrit, évidemment, comme le premier diagnostic avait été de Parkinson, j'étais inscrit dans l'association France Parkinson, avec qui j'ai d'excellents rapports, ainsi que France Alzheimer. La question n'est pas là, mais pareil, France Parkinson m'a dit, il fallait voir, chez France Alzheimer, on m'a dit, nous, on considère que c'est comme une maladie d'Alzheimer. Donc, si vous voulez, à l'époque, je me suis trouvé très isolé, très seul. Et cette solitude-là, cette impression de... Je trouve que ça a été une des choses les plus difficiles à vivre. C'était la raison, d'ailleurs, pour laquelle je suis là aujourd'hui. Ça m'a révolté. Maintenant, je suis là. À l'époque, est-ce que votre épouse a eu des médicaments? Comment... Alors, oui, si vous voulez. Alors, les traitements de maladie à Cordes-Lévy, ça, on pourrait en parler. Alors, il n'y a pas de traitement curatif. Il faut le savoir. Il faut savoir aussi qu'il y a des traitements symptomatiques. Et les traitements symptomatiques, ils sont d'ailleurs adaptés à chaque malade. Comme je vous le disais, il y a des tableaux cliniques très différents. Et on s'aperçoit que pour certains malades, un traitement va bien fonctionner. Pour un autre malade, il ne va pas du tout fonctionner. Il va avoir des effets même catastrophiques quelquefois. Beaucoup plus délétères. Donc c'est vraiment comment dirais-je, du traitement très sur mesure. Oui. Vraiment sur mesure, très individualisé, exactement. Et il y a 2 médicaments qui fonctionnent souvent très bien dans les troubles cognitifs, qui sont la rivastigmine et donépézil, c'est-à-dire l'excellon et j'ai oublié le nom de l'autre, la Aricept, je crois. Et ces deux traitements, rivastigmine et donépézil, font partie des 4 médicaments qui ont été déremboursés, je crois que c'était en 2016 ou 2017, en 2017, qui ont été déremboursés sur proposition de la Haute Autorité de la Santé, parce que ces médicaments n'avaient pas d'effet suffisant sur la maladie d'Alzheimer. Le problème, c'est que, et là les études internationales, scientifiques, sont formelles sur la maladie à Cordes-Lévy, il y a 2 médicaments de ces 4 qui fonctionnent. Le problème, c'est qu'en France, il n'y a pas la maladie à Cordes-Lévy n'est pas reconnue. La sécurité sociale, pour la sécurité sociale, c'est une ALD15, c'est-à-dire une forme d'Alzheimer ou une forme de Parkinson. Ça ne peut pas, il n'y a pas de codage. Il n'y a pas d'existence propre. Et donc, quand la ministre a décidé de dérembourser les médicaments d'Alzheimer, la conséquence directe était un déremboursement également pour les malades à Cordes-Lévy. Ainsi d'ailleurs que pour les malades souffrant de troubles parkinsoniens, de troubles cognitifs parkinsoniens, qui sont eux-mêmes un peu comme les malades à Cordes-Lévy, de la même façon, ces médicaments sont également efficaces. Donc, si vous voulez, et la ministre en avait conscience. Je sais qu'elle en avait conscience. Maintenant, on est dans un système où je pense que l'administration a pris le pas sur des décisions qui ont des conséquences sur la santé des gens. Et en l'occurrence, le combat n'est pas terminé. On continuera à le mettre sur la table au moment opportun. C'est peut-être pas tout à fait maintenant, mais on reviendra à la charge sur ce sujet-là, parce que ce n'est pas acceptable que des médicaments qui fonctionnent sur une maladie comme la maladie à Cordes-Lévy aient été déremboursés. C'est pas... Comment votre épouse a vécu toute cette errance diagnostique et puis ensuite la mise en place des aides? Si vous voulez, ça a été difficile de mettre en place des aides. D'abord, les malades à Cordes-Lévy souvent refusent de voir des intrus venir dans la cellule familiale.
Et moi, c'était le cas. Il a fallu que je trouve, en fait, petit à petit, que je convainc ma femme que j'avais besoin d'aide, moi aussi. Et ça, elle était lucide. Elle se rendait bien compte que l'accompagnement que je menais était de plus en plus lourd. Il fallait que je m'occupe de tout. Et ça, si vous voulez, dans un couple, enfin les dents de première ligne, il devient le capitaine de l'équipe. Et il est obligé de tout assumer, tout assurer. Donc, vous le savez bien, il a tendance à s'épuiser. Ma femme le percevait. Et petit à petit, on a quand même mis une aide à domicile. Ça a été difficile. Mais pareil, kiné, orthophoniste, tout ça s'est mis en place. Mais trouver des kinés qui connaissent la maladie à corde de Lévy, des orthophonistes qui connaissent la maladie à corde de Lévy, là aussi, il a fallu pratiquement que les orthophonistes, il y en a eu plusieurs, devant les fluctuations, les soignants ont du mal à comprendre que ce n'est pas forcément anormal, qu'il y a une séance où ça se passe très mal, la séance suivante, ça se passera peut-être très bien. Ça sera, voilà, c'est extrêmement difficile de mettre en place les bonnes personnes. Et vous, donc, vous le disiez très justement, en tant qu'aidant, vous étiez en première ligne. Est-ce que vous avez réussi à avoir du soutien? Comment vous avez tenu le cap dans ces moments difficiles? Alors, le soutien pour les aidants, je dirais qu'il faut... ce que j'ai cherché à faire d'abord, c'est essayer de ne pas être seul. Je crois que la solitude de l'aidant qui se trouve confronté à une maladie comme ça, seul, ça c'est insupportable. C'est très difficile. C'est d'autant plus difficile que la maladie est mal connue par les soignants, comme je disais. Donc on perçoit que la personne est mal accompagnée. Moi, la première chose que j'ai faite, c'est de chercher à rencontrer d'autres personnes concernées comme moi, d'autres aidants concernés par la maladie à corde de Lévy. Donc, pouvoir échanger avec d'autres aidants sur la maladie à corde de Lévy, c'est d'abord se rendre compte que d'autres sont dans la même tempête. Donc, quelque part, on crée une espèce d'équipage dans la tempête. Et ce n'est pas du tout pareil. Affronter cette tempête à plusieurs, mais on se serre les coudes, simplement en échangeant sur le sujet. On échange et on comprend que d'autres sont dans la même situation, ils y arrivent aussi, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Par ailleurs, moi j'ai bénéficié d'un protocole à l'hôpital Sainte-Anne à Paris où, sans même que je le demande, on m'a mis un psychologue à ma disposition. Tout de suite, j'ai eu un soutien psychologique. Et je dirais que quand on est confronté à, même si on n'est pas dépressif, même si on n'est pas, si on n'a pas de raison de faire une cure de psychothérapie, avoir le regard d'un spécialiste extérieur sur le sujet, avec qui on n'a pas de relation affective, avec qui on peut dire les choses sur la maladie telles qu'on les voit, qu'on les perçoit, qu'on les ressent, sans qu'il y ait un jugement, sans qu'il y ait... c'est un apport considérable. Moi, ça m'a permis de m'aider à prendre des décisions parce que ce regard extérieur, il était vierge de toute pollution affective. Oui, vous aviez votre espace à vous. Exactement. Et avec votre entourage, comment ça s'est passé? Alors, j'avais des enfants qui ont été très bien, c'est-à-dire qu'ils étaient là, mais en même temps, ils me laissaient... capitaine. Ils me laissaient, voilà, capitaine, faire ce dont si j'avais besoin que ma fille vienne pour s'occuper de sa mère quelque temps, elle venait. Si j'avais des difficultés, elle venait au secours, ou mes fils. Mais si vous voulez, tout en restant, tout en me laissant prendre, par exemple, les décisions. Quand il fallait prendre des grandes décisions, comme est-ce qu'il faut qu'on la fasse maintenant soigner dans un établissement spécialisé, un EHPAD,
ou est-ce qu'elle peut continuer à rester à la maison? Ce genre de décision, si vous voulez, le regard des enfants, il est important, surtout quand ils sont capables. Moi, je me souviens de mes enfants, intelligemment, plutôt que de me dire « mais papa, il faut faire ça, il faut faire ça ». Ils me posaient des questions intelligentes. Hein. Est-ce que tu pourras faire ceci? Est-ce que financièrement tu y arriveras? De façon à ce que, d'une certaine façon, ils me forçaient à faire une analyse complète de peser l'avantage et les inconvénients des décisions que j'ai été amené à prendre. Je crois savoir que vous aviez aussi mis en place une communication assez généralisée auprès de votre entourage. Alors ça c'est l'entourage, effectivement. Moi, j'avais des proches familiaux. Alors, il y en avait qui téléphonaient tout le temps, d'autres jamais. Des amis, pareil. Soit on passe du temps au téléphone avec des gens, quelquefois, qui appellent par politesse, d'autres à qui on n'arrive pas à parler alors qu'on sait qu'ils sont très, très présents. Donc, en fait, mais c'était ma façon de faire. Hein. Tous les 15 jours, je faisais un message mail, un courriel, pour le premier cercle et les amis proches, la famille, pour donner des nouvelles de ma femme et de moi, et dire un peu où on en était, ce qu'on allait faire, etc. Et puis, je me suis rendu compte que moi, ça me faisait beaucoup de bien parce que ça me permettait de prendre de la distance par rapport à ce qui se passait. J'étais obligé de mettre en forme un peu tout ce que j'avais vécu. Et ça me permettait de me dire comment continuer dans ces conditions-là. Vous avez abordé la question de l'EHPAD. Oui. Donc ça a été une décision que vous avez dû prendre? Oui, alors c'est compliqué. Si vous voulez, j'ai été confronté à... J'ai fait un peu ce que font tous les aidants dans cette situation-là. C'est-à-dire que moi, je voulais absolument que ma femme reste jusqu'au bout à la maison. Jusqu'au bout à la maison. Elle aussi, elle m'avait dit, c'est hors de question que je... Et puis en fait, je me suis rendu compte un jour que... Alors d'abord, des médecins m'avaient dit, vous devriez... Mais alors les médecins, peut-être de façon un petit peu brutale, m'avaient dit... vous savez, la maladie ne s'arrange pas, vous devriez la mettre dans un établissement. Alors, moi, c'est hors de question. Ah bon, alors à ce moment-là, il va falloir vous faire beaucoup aider. Hein. L'air de dire, vous n'y arriverez pas. Mais j'avais une aide à domicile qui était bien. J'ai commencé en fait à préparer un dispositif pour pouvoir avoir quelqu'un encore plus à la maison. Vous voyez, j'avais même acheté un lit pliant, genre de choses qu'on fait. Puis en même temps, un jour, j'ai eu un petit problème de santé et je me suis dit, il va peut-être falloir que je me fasse hospitaliser pendant quelques jours. Et là, je me suis dit, mais comment on fait hein? Hospitaliser 8 jours, 15 jours, je peux pas laisser ma femme comme ça. Mes enfants avaient leur vie, leur métier, leurs enfants. Que faire? Je me suis dit, je vais faire un dossier. Au cas où. J'ai fait un dossier au cas où, exactement. Un dossier pour entrer dans un établissement, puis j'ai commencé à en visiter, à me renseigner. Et j'en ai trouvé un qui était pas mal, près de chez moi, et qui me disait, vous savez, on peut faire de l'hébergement temporaire pour 15 jours. Et puis, donc j'avais ma roue de secours. J'avais ma roue de secours, et puis un peu plus tard, donc le dossier était prêt, l'hébergement était au cas où. Et puis un peu plus tard, je me suis vu épuisé dans la glace avec une Minerve et un Lombosta. Et je me suis rendu compte que je me suis dit, c'est pas possible, il faut faire autrement. Et là, j'ai attendu que ma femme, dans les grandes fluctuations, soit suffisamment lucide pour bien comprendre les choses. Et je lui ai dit, écoute, on n'y arrive plus. Moi, je n'y arrive plus. Toi, tu as besoin de soins très fréquents. Moi, je suis épuisé. Il faut qu'on trouve une autre solution. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va habiter ailleurs.
on va habiter ailleurs, ça sera dans une maison médicalisée, je ne pourrai pas y être tout le temps. Le matin, je n'y serai pas parce qu'on te fera des soins. La nuit, je n'y serai pas parce que tu seras dans un système avec lit médicalisé. Et le reste du temps, eh bien, je serai tous les après-midi, je serai là, j'installerai mon petit bureau à côté dans la pièce. Il y avait une espèce de petite kitchenette, on pourra recevoir des amis, on fera du café, donc on va installer notre vie là. Et alors ça peut sembler un peu une façon trompeuse de dire les choses, c'est pas vrai. C'est que en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. On a emménagé là où on avait mis des meubles, l'établissement nous encourageait à faire ça d'ailleurs, hein, un environnement qui était un environnement familier. Et puis moi, je me suis installé là. J'allais tous les jours. Et d'un seul coup, j'ai retrouvé une relation beaucoup plus normale. Je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais devenu un aide-soignant et qu'un aide-soignant, et un aide-soignant pas toujours gentil. Je comprends d'ailleurs à quel point c'est un métier difficile, surtout avec des malades comme les malades à Cordes-Lévy. Et j'étais un aide-soignant, on va dire, moyen, en ce sens que j'étais souvent de mauvaise humeur, parce que j'étais fatigué. Et je suis redevenu un mari attentionné quand ma femme s'est retrouvée dans cet établissement. Elle y a vécu très peu de temps, parce qu'elle est décédée très rapidement. Mais c'est une période qui m'a fait prendre conscience qu'il faut réfléchir à ces dispositions, il faut anticiper en fait ces dispositions, même si on ne les prend pas, il faut les anticiper pour ne pas être pris de court quand il faut il faut passer à l'acte. Voilà. Il faut arriver à trouver des établissements où ça ne soit pas considéré comme une rupture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire qu'avant le proche était accompagné, suivi par un proche aidant, et puis après, il sera accompagné, suivi par des soignants professionnels. Il ne faut pas qu'il y ait cette rupture. Il faut que l'aidant de première ligne puisse continuer à être un aidant, mais un aidant où il reprend son rôle d'aidant familial, c'est-à-dire d'aidant qui a un lien affectif avec cette personne et qui peut faire valoir dans l'établissement. Ça fait effectivement partie des conseils qu'on donne aux aidants quand ils commencent à réfléchir à la question de l'établissement, c'est de pouvoir choisir un établissement dans lequel eux aussi se sentent bien. Parce que même s'ils n'y vivent pas 24 heures sur 24 comme le résident, effectivement, l'idée, c'est qu'ils s'y sentent bien, ils s'y sentent écoutés et qu'ils puissent aussi trouver leur place. Ça, c'est vrai. Et tout à l'heure, vous disiez, on n'y arrive plus. Ça fait aussi partie des conseils qu'on peut donner. Envisager cette décision comme une décision prise ensemble, un état de fait qui concerne les deux, le binôme aidant-aidé. Et ce n'est pas uniquement le résident qui va subir, entre guillemets, l'établissement. C'est vraiment un choix de vie à prendre à deux. C'est un choix de vie et il faut éviter cette notion de placement, voyez, où autrefois on plaçait quelqu'un comme on s'en débarrassait, quoi. Hein. Et il faut que ce soit l'inverse. Il faut que ce soit une amélioration de la situation parce qu'on va bénéficier de soins permanents et de personnel disponible sur place tout le temps. Voilà. Et c'est vrai que c'est important de souligner que l'EHPAD ne marque pas la fin de la relation entre l'aidant et l'aidé, mais permet au contraire de renouer la relation qui vous unissait avant. Vous êtes redevenu le mari de votre épouse. Et d'autres aidants nous disent qu'ils retrouvent leur père quand ils viennent, ou leur mère, ou ils retrouvent le lien qui les unissait. Oui, et il faut aussi que les établissements évoluent, enfin s'adaptent, se modernisent dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ces établissements soient des lieux où ils disent « allez, disparaissez, nous on s'occupe de votre proche maintenant ». Il ne faut pas que ça soit ça. Est-ce que la maladie, ou qu'est-ce que la maladie a changé pour vous? Elle m'a fait découvrir beaucoup de choses. Vous savez, là, en fait, on est confronté à une tempête, comme on disait tout à l'heure. Une tempête brusque, à laquelle on ne s'attendait pas du tout.
Et brusquement, dans le couple, comme on disait, l'aidant, il devient le capitaine du navire. Et avec des obstacles énormes, hein, ce sont des vagues de 10 mètres. Hein. Et on découvre que, on se découvre soi-même, on est confronté à une espèce d'expérience un peu extrême. Expérience un peu extrême. Vous savez, moi, dans une vie antérieure, j'avais un métier où j'ai fait plein de choses très intéressantes et avec des expériences un peu fortes aussi. Mais là, ça a vraiment été, je pense, la grande expérience de ma vie et qui m'a montré quelque part que j'étais capable de faire quelque chose qui est finalement assez fort et assez grand. Et dans une vie de couple, accompagner son proche, c'est un point... quand on fait ça, après, on a une certaine considération pour soi-même. Et moi, j'ai énormément de considération pour les aidants que j'entends au téléphone, que je vois souvent, que je rencontre. Et je me retrouve aussi dans ces aidants. C'est vraiment... on voit des gens qui ont une petite vie pépère, quelquefois, et qui se révèlent être des gens extraordinaires, capables de maîtriser des situations les plus complexes, les plus difficiles, les plus fatigantes, les plus épuisantes, avec détermination, quelquefois humour. On découvre qu'on passe par des sentiments terribles hein, quand on est dans le culpabilité. D'abord, ça, personne n'y échappe. Hein. La culpabilité, elle est là. La colère, la révolte, la révolte, je l'ai encore d'ailleurs, ça c'est normal. La culpabilité, elle s'explique très bien. On a toujours le sentiment de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, de ne pas faire ce qu'il faut. Mais on découvre aussi, peut-être surtout après coup, qu'on n'est que des humains, on n'est pas des dieux. Mais ces humains-là, moi quand je les vois tous les jours, là, je les entends, encore une fois, je trouve que c'est extraordinaire, ça élève l'âme quelque part. Même si, quand on est aidant, je parlais de culpabilité, mais quand on est aidant, on passe par des sentiments terribles. On se dit, mais comment j'ai pu penser ça? Vous savez, Catherine Laborde et Thomas Stern viennent d'écrire un livre très intéressant sur Catherine Laborde a la maladie à corps de Lévy et Thomas Stern, son mari, qui est philosophe. Ils ont écrit un livre à deux, livre de dialogue, où Thomas Stern dit mais Catherine, j'ai pensé à la jeter par la fenêtre. Je voulais la tuer, tellement je n'en pouvais plus, je n'en peux plus. Et en même temps, je suis dans une démarche d'amour total et radical. Hein. Donc, j'exprime très mal hein, ce qu'il a très bien écrit, mais je pense que tous les aidants, à un moment ou à un autre, vivent ce sentiment c'est pas possible, ça peut pas durer. Et puis en même temps, non, il faut au contraire, faut s'accrocher au maximum tant qu'on peut et tout ce qu'on peut. Et je dirais simplement que c'est normal, je crois, d'avoir ces sentiments-là. Et dans la pratique, on y arrive. Voilà. Est-ce que ça a été aussi révélateur Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre relation avec les autres? Certains aidants nous disent qu'ils se sont sentis parfois abandonnés. Au contraire, d'autres disent qu'ils ont découvert leurs amis dans l'adversité. Oui, alors exactement. En fait, moi, comme tout le monde, moi j'ai découvert qu'il y a des gens qui ont un petit peu disparu du périmètre dès l'annonce de la maladie, des gens que je croyais assez proches, et puis d'autres que j'ai découverts, pour qui j'avais une relation assez éloignée, qui sont avérés, qui sont encore des amis très proches.
des gens pour qui j'ai une estime énorme, que j'ai vraiment découvert à cette occasion-là. En fait, on peut dire que la maladie, quelque part, a servi de filtre dans les relations qu'on a pu avoir. Et en même temps, ça a changé mon regard peut-être sur le jugement que je pouvais porter sur les uns et les autres. C'est-à-dire que au début, j'étais très en colère contre ceux qui nous laissaient tomber, entre guillemets. Quand je dis que j'étais en colère, j'ai même été peut-être mal poli avec eux, enfin, on peut dire les choses comme ça. Après coup, après réflexion et après avoir compris peut-être mieux ce qu'était la maladie et la peur que pouvaient avoir certains, je me suis dit, après tout, eux aussi, ce ne sont que des humains. Et je pense que du coup, moi, j'ai appris à être bienveillant, je pense, et à moins porter de jugement sur ces gens qui se sont un peu éloignés, parce qu'après tout, ce sont des humains et on peut le comprendre. Et du coup, de tout ça aussi est née l'A2MCL. Alors oui. L'association des aidants et malades. Voilà, ça a d'abord été un réseau d'aidants, et puis qu'on a créé, qui était soutenu par d'autres associations. Mais en fait, on s'est aperçu que ne pas faire une association spécifique entretenait la confusion avec la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Pour sortir de cette définition qui était maladie apparentée, maladie apparentée, ça ne veut rien dire. On se bat maintenant contre ce terme d'apparenté, et il fallait créer une association spécifique, ce qui a été fait au début de l'année 2019, à l'occasion du premier colloque sur la maladie à corps de Lévy. Donc bientôt 2 ans. En fait, les statuts ont été déposés il y a exactement 2 ans. Et là maintenant, on a à peu près un peu plus de 400 membres dans l'association, 450 membres. On en a à peu près pas loin de 500 dans un groupe Facebook fermé. On a un forum privé aussi par ailleurs qui réunit 400 personnes. On a 2000 personnes qui nous suivent. Et puis un site internet qui est visité, qui explose. Tous les jours, on a énormément de gens qui nous appellent au téléphone. On a une permanence téléphonique. On fait de la formation pour des aidants. On fait des réunions d'aidants. Des écoutes téléphoniques, des conseils juridiques et autres. Tout ça, et puis on finance un peu de recherche. Dès l'année dernière, on avait financé modestement 2 masters sur la maladie à corps de Lévy. Cette année, en plus de 2 masters, on finance 2 projets de recherche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que maintenant la maladie commence à être reconnue. Dans les derniers documents de la Haute Autorité de la Santé, on ne parle plus de maladie apparentée, on parle de la maladie à corps de Lévy, la dégénérescence frontotemporale. Chaque maladie est nommée par leur nom. Et puis, on voit que les chercheurs qui, la première année, ne nous avaient appelés, maintenant, on a l'appel à projet sur les projets de recherche. On a eu énormément de réponses. Donc, la maladie à corps de Lévy commence à être enfin reconnue et non plus inconnue. Donc ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, certainement. Et du coup, vous retrouverez les informations sur www.a2mcl.org. Si vous aviez un message à faire passer au pouvoir public, quel serait-il ? Pour la maladie à corps de Lévy, faire une ALD, spécifique, affection longue durée, différent d'Alzheimer. C'est évident, c'est tellement évident que c'en est ridicule. Revenir sur le déremboursement des 2 médicaments, au moins pour la maladie à corps de Lévy. Je ne me prononce pas pour la maladie d'Alzheimer. Et puis,
je dirais, considérer les aidants pour ce qu'ils sont, les aidants familiaux pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'il y a à peu près, je crois, pas loin de 10 millions d'aidants, 11 millions d'aidants en France. Alors peut-être de différents niveaux, mais il y a plusieurs millions d'aidants qui s'occupent de leurs proches à temps plein, pratiquement. Ces aidants-là, quelque part, ils participent au service public. Oui. Si brusquement, tous ces aidants faisaient grève, qu'est-ce qu'on ferait? Que ferait l'État? Donc il faut absolument considérer ces gens-là pour ce qu'ils font et les aider. Il faut aider les aidants. Et aider les aidants, c'est aider les malades. Et aider les aidants, ça passe par des dispositions qu'il faut prendre vraiment à bras-le-corps. Notamment simplifier le parcours dont vous parliez tout à l'heure, le labyrinthe administratif. Oui. C'est évident. Et puis peut-être aussi certainement le financement, en particulier pour les gens qui, vous savez, une PAD à Paris, ça coûte 3 500 €. Au minimum. Qu'est-ce qu'on fait? Les aides à domicile à temps plein ou pas à temps plein, mais suffisamment pour c'est plus de 2 000 € par mois. Donc, comment on fait pour des gens qui ont une petite retraite de rien du tout, ce qui est pour beaucoup. Alors, il y a l'APA, mais l'APA, c'est la ses limites aussi, oui. Et du coup, quel message vous souhaiteriez faire passer aux aidants qui nous regardent? Ou quel conseil? Le conseil, c'est de ne pas rester seul. Ça, je crois que c'est vraiment essentiel. Ne pas rester seul, se rapprocher de gens qui vivent la même chose qu'eux, se faire accompagner par toutes les aides qu'ils peuvent avoir. On parlait des aides psychologiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils sont formidables. Moi, je vois tous les jours et je crois qu'il ne faut pas qu'ils aient peur de se regarder pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment des capacités incroyables, admirables, et qu'il ne faut pas avoir peur aussi d'avoir des faiblesses. C'est-à-dire que ce ne sont aussi que des humains. Et les humains, ça a des limites. Ça a des limites, c'est comme tout le monde, comme les sportifs. Et voilà, donc il faut qu'ils se surveillent leurs limites et qu'ils ne les dépassent pas. Nous avons une remarque d'un spectateur qui nous dit qu'il est difficile de concilier en ces temps de Covid la préservation de la place de l'aidant nécessaire et soulignée dans une structure EHPAD. Effectivement, avec ce contexte sanitaire un peu particulier, il y a eu... la personne nous dit que c'est un frein à la décision quand on voit la crise sanitaire perdurer et l'éloignement s'imposer. Oui, il a parfaitement raison. Et juste avant de venir ici, j'étais au téléphone avec une aidante qui me disait « Mais comment je fais? L'EHPAD ne veut pas que j'aille rendre visite à mon père parce que ceci, parce que cela, je ne sais plus quoi faire. » Je dirais, c'est effectivement un frein à la décision quand on décide d'aller vers une entrée en établissement. Je crois qu'il faut visiter les établissements et poser des questions à la direction, établir un dialogue de façon à s'assurer que même s'il y a des difficultés liées au Covid, on pourra être intégré à l'accompagnement du proche. Il y a des établissements qui le font. Oui, les établissements maintenant ont une grande latitude pour décider en fonction des circonstances des mesures à prendre pour se protéger les résidents. Je crois qu'en établissant un bon dialogue avec la direction, on doit trouver des établissements. Moi, je sais qu'il y a des établissements, nous on a des aidants qui ont témoigné que même alors qu'il y avait énormément de Covid dans l'établissement, ils ont pu continuer à visiter leurs proches et à les accompagner en prenant certaines dispositions. Mais c'est faisable. C'est faisable. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à dialoguer avec les établissements, c'est très important. Et c'est aussi un conseil qu'on peut donner dans votre recherche d'établissement, c'est de pouvoir voir comment vous êtes accueillis, comment est-ce que les questions que vous pouvez avoir sont accueillies et comment est-ce que les professionnels vous répondent, de façon à
pouvoir sentir comment vous pourrez vivre éventuellement dans cet établissement. Merci Philippe, c'est la fin de notre émission. Merci à vous Raphaël et à Delta 7. Merci pour votre fidélité. On se retrouve le mois prochain avec des représentants du collectif Jeunes Adultes Aidants. Donc rendez-vous en janvier. D'ici là, bonne fête de fin d'année et prenez soin de vous. Merci.